tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette deuxième masterclass Ionis consacrée aujourd'hui à la thématique passionnante et demain l'avion. Vaste sujet sur lequel aujourd'hui deux camps s'affrontent. D'un côté les écolos qui disent ne volez plus, volez-tu ou alors volez 4 fois dans votre vie comme on a déjà entendu, et de l'autre le secteur de l'aéronautique, les ingénieurs qui préparent l'aviation de demain avec, comme on le sait tous, la date butoir 2050. Alors aujourd'hui on va débattre ensemble avec mes trois invités que je vous présenterai dans un instant pour essayer de faire avancer un débat constructif sur justement l'aviation de demain. Sans plus tarder, je vous présente mes invités. À ma droite, Anne-Ségolène Abscheit. Bonjour Anne-Ségolène. Bonjour Alexia. Anne-Ségolène, vous êtes donc directrice de l'IPSA, qui est l'école d'ingénieurs aéronautiques et spatiales. C'est ça, nous formons des ingénieurs et des assistants ingénieurs pour la filière aéronautique et spatiale. Merci Anne-Ségolène, en tout cas, de nous permettre de faire ce live, enfin ce Avec webinaire aujourd'hui. À ma gauche, Alexandre Marchis. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexia. Alors vous avez plein de casquettes, vous êtes toujours pilote d'hélicoptère, vous avez été capitaine de vaisseau dans la Marine nationale, ingénieur de l'école navale, vous êtes aussi professeur ici à l'IPSA depuis la rentrée 2024. Et vous êtes surtout en ce moment directeur de la réserve biosphère de l'UNESCO qui est située à Fontainebleau et au Gâtinais. Et on va en parler, vous allez nous dire quelle est cette réserve de biosphère et en quoi consiste votre travail dans cette réserve. Et enfin, une alumni de l'IPSA qui s'appelle Anne-Sophie Mours. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Alexia. Et Anne-Sophie, donc vous êtes diplômée de l'IPSA, promotion 2019, c'est bien ça? C'est ça. Et aujourd'hui, vous travaillez chez Airbus. Voilà, oui. Airbus, fleuron de l'économie de l'aviation française. Et vous avez d'abord travaillé sur les pylônes et à la nacelle, avec notamment une expérience au Canada sur l'A320. L'A220. Tout est correct. L'A220. L'A220. Pardon, l'A220. Et aujourd'hui, vous êtes sur le projet 0i d'Airbus, dont on parlera aussi dans ce débat ensemble. Alors, première question pour vous, Anne-Ségolène. L'aéronautique, on l'a un peu dit là en parlant d'Airbus, c'est quand même un pilier de notre économie, de l'économie française. Est-ce qu'on a quelques chiffres de ce secteur qui se porte quand même très bien aujourd'hui, en 2024? Oui, la filière aéronautique et spatiale est stratégique pour la France depuis la fin des années 50 et elle est en excédent commercial, pourvoyeuse d'emplois et pourvoyeuse d'innovation. Alors quand on regarde les chiffres, d'abord en excédent commercial, parce que son chiffre d'affaires l'année passée, c'était 70 milliards d'euros. Pas mal. Et 65% à l'export. Donc on voit le poids de la filière pour l'économie française. Et d'ailleurs, c'est un effet d'entraînement de 3,6. Donc c'est un véritable effet sur l'économie française. Ensuite, pourvoyeuse d'emplois, parce que l'aéronautique et spatiale, quand on pense à quelques grandes entreprises, dont Airbus. En fait, c'est 4000 entreprises qui vont de la TPE aux grands groupes. Et donc, ils viennent mailler tout le territoire. Je vous donne un exemple. Pour fabriquer un Rafale, c'est une production 100% française par Dassault Aviation, il faut 500 PME françaises. Ah oui, voilà. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, tout ça, ça représente 350 000 emplois en France. Et rien que cette année, on a recruté 30 000 recrutements dans la filière. Donc c'est énorme, dont la moitié sont des ingénieurs. Et le reste, c'est des assistants ingénieurs, des experts, etc. Donc voilà. Un secteur qui se porte bien. Qui se porte bien. Et enfin, c'est un secteur qui, depuis toujours, est un secteur d'innovation. Et donc aujourd'hui, quand on regarde, l'humanité est confrontée à une problématique majeure. On est tous, dans tous les secteurs d'activité, concernés par la décarbonation, parce que là on parle de l'aviation, mais on ne peut pas ne pas parler du transport routier ou du numérique. Tous les secteurs doivent s'engager dans cette décarbonation. Le secteur aéronautique et spatial, dans sa globalité, s'est engagé, s'est retroussé les manches pour qu'en 2050, on fasse un pari réussi de voler. Alors on verra si on peut voler sans émettre de CO2. Voilà, ça c'est un pari que le secteur fait. Mais il est confronté à un paradoxe. On en a parlé un petit peu, j'en ai parlé un petit peu en introduction, parce que aujourd'hui, plus que jamais, il y a des gens qui disent qu'il ne faut plus voler, mais on arrive à 5 milliards d'individus qui ont volé cette année,
rien que cette année. C'est énorme. Avec des pays qui sont en voie de développement et qui sont à 17% d'augmentation, comme la Chine et l'Inde, et comme on le sait, c'est quand même les pays les plus peuplés aujourd'hui sur Terre, donc on voit l'impact que ça peut avoir. Nous, en France, on a rattrapé un peu plus les chiffres de pré-Covid, mais on voit que notamment la Chine et l'Inde, maintenant qu'ils sortent des pays En voie de en développement, voie de que maintenant ce développement, sont vraiment des puissances à part entière, en voilà, effet. qu'est-ce qu'ils font? Ils ont envie de voler, ils ont envie de voyager, c'est normal. Et ils Et produisent donc, leurs avions. et en plus, ils produisent ils essayent. Et les Chinois essayent de produire leur avion. Et on voit en fait l'impact, ça pourrait aller jusqu'à 8 milliards De voyageurs. de voyageurs dans 20 ans. Et de 20 ans, c'est demain. Donc en fait, le secteur est face À une face rupture, et en même temps, voilà, il va une falloir recherche de rupture. il va falloir répondre à Voilà. ces à ce voyageurs besoin. Voilà. et ne pas, je dirais, fermer la boutique. En France, en tout cas, je pense que c'est pas prévu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avancer, je dirais, sereinement et sans culpabiliser. On en parlera quand on est peut-être plus ou moins jeune dans un secteur qui est critiqué. Merci Anne Ségolène pour cette introduction. Donc le secteur se porte bien. Et Alexandre, je m'adresse à vous. Avec cette date butoir 2050, qu'est-ce qui va se passer en 2050? Qu'est-ce qu'on vise en 2050? Alors, l'objectif qui a été rappelé lors de la COP26 de Glasgow en 2021, c'est d'atteindre une neutralité carbone nette. C'est-à-dire, on peut consommer du carbone, mais il faut qu'il soit compensé. C'est déjà important de le rappeler. Alors, cet objectif, il y a plusieurs moyens pour y arriver. Le premier objectif, la première solution, c'est un truisme qui est très simple, c'est la limitation d'usage. Donc ça veut dire, en gros... On voyage moins, on voyage plus. Alors c'est Bon. ce qui est réclamé effectivement par la plupart des organisations écologiques, par les spécialistes de l'aviation bashing aussi, mais également, il faut le dire, par un certain nombre de scientifiques sérieux et qui l'expliquent. Parce qu'ils suivent, c'est ce que disait Anne Ségolène, ils suivent les évolutions du changement climatique. On ne peut pas continuer comme ça à carboner, on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on va arriver, en même temps que cette augmentation de population mondiale, à saturer notre planète et à la détruire. Donc ça, c'est une réalité, c'est vraiment factuel, on ne se ment pas. Voilà, on ne se ment pas du tout. Donc ce truisme qui est la limitation d'usage, en fait, on sait très bien, je pense, on est tous convaincus qu'on n'y arrivera pas. La population augmente, le monde est de plus en plus globalisé, certains continents sont effectivement plus en voie de développement et en voie de développement dans leur trafic aérien. On va vers une augmentation assez massive du trafic aérien dans les années 2050. Il faut donc trouver d'autres solutions. Là-dessus, on a globalement 4 leviers. Le premier levier, on en parle déjà pas mal, ce sont les carburants d'aviation durable. C'est les fameux SAF, Sustainable Aviation Fuels. Aujourd'hui, on en produit. Aujourd'hui, on a des moteurs qui sont capables de voler avec 50% de SAF, voire avec 100%. On l'a déjà fait. La vraie problématique aujourd'hui, c'est de les produire. Il y a deux façons d'en produire. C'est soit vous utilisez de la biomasse, soit vous allez le produire de façon artificielle, de synthèse, avec un gros besoin d'électricité. Pour situer ce qui se passe aujourd'hui, en 2024, on va produire globalement 1,9 milliard de litres de SAF. Pour ça couvrir paraît à l'échelle mondiale ou... À l'échelle mondiale. D'accord, ok. C'est 3 fois plus qu'en 2023, et c'est là où ça fait peur. Ça ne couvre que 0,53% des besoins de l'aviation mondiale. Ah oui, ça répond pas du tout au problème. C'est ça. Aujourd'hui, on est sur... Aujourd'hui, on est sur du SAF qui est produit avec de la biomasse. Déjà, la biomasse, c'est pas illimité non plus. Et puis, si derrière, vous dites, je récupère de la cellulose, du bois, etc., je vais détruire des forêts. Donc, il y a une absence de cohérence aussi avec en termes de respect de l'environnement, de la planète et de l'écosystème. Exactement, et de changement climatique. Donc, la deuxième solution, et c'est ce qui va quand même se développer au début de la prochaine décennie de façon normalement exponentielle, c'est les carburants de synthèse, les SAF. Mais pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, il faut de l'électricité, et puis, par cohérence, de l'électricité à bas carbone. Rien que les besoins français, on les estime à 12 centrales nucléaires de type EPR. Et on les a pas. Voilà. Vous imaginez déjà la difficulté. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, celui-là aussi, il est déjà concret, c'est l'optimisation des opérations au vol et au sol. Il y a des exemples concrets. Typiquement, l'Union européenne, depuis quelques années, s'est mis en ligne de vol, si on peut dire, en adoptant le ciel unique européen. L'idée est de rendre les trajectoires plus cohérentes, plus rapides. Donc, on a des gains en coût et des gains finalement en écologie aussi, parce qu'on va beaucoup plus rapidement. De la même façon, les nouvelles procédures d'approche qui sont maintenant plus basées sur les systèmes de navigation par satellite permettent des approches beaucoup plus directes et une gestion du trafic beaucoup plus simple.
puis les systèmes en vol aussi permettent aujourd'hui aux pilotes de ligne d'être plus efficaces. Et ça a un impact aujourd'hui, on peut le mesurer, cet impact sur ce deuxième levier? Oui, on pourrait le mesurer. Moi, bon, là, on n'a pas les chiffres tout de suite, mais en tout cas, c'est concret et c'est déjà actuellement le cas, en fait. C'est pas... C'est déjà très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que demain, l'intelligence artificielle va encore faciliter le développement de l'optimisation des opérations en vol. Le troisième levier, c'est celui qui nous intéresse à l'IPSA, il est technologique. Ah bah voilà, enfin. Alors, les avions électriques. Mais pas que. C'est améliorer ou modifier ce qu'est l'avion d'aujourd'hui. Alors, déjà, je précise, l'avion d'aujourd'hui, il est beaucoup plus vertueux que celui d'hier. C'est-à-dire années 50, 2010 Années 70, voire années 90. Ok, donc, pas si vieux que ça, quoi. Donc il y a eu des gros progrès en 30 ans, quoi. Je vais aller un peu chez Airbus, rien que de parler de l'A320, qu'on connaît tous. Entre un A320 de vieille génération, c'est quand même un avion qui est quand même moderne, et un A320 Neo, qui est cette dernière génération d'avions optimisés en termes de structure, de voilure et surtout de moteur, on a un gain de 15 à 20% de carburant. Ouais, même... C'est ça, Sophie? Ouais, au minimum. Voilà. Donc, on est déjà assez vertueux. Donc, le levier technologique, il se décline en deux parties. Il y a déjà ce premier levier que je viens d'évoquer, qui est le levier, on va dire, incrémental, c'est-à-dire qu'on va prendre des avions des familles existantes et puis on va continuer à les affiner. Vous le voyez bien, c'est ce qu'on a fait avec, je l'ai dit, avec tous les Airbus qu'on a transformés en Neo. C'est ce qu'on a fait avec le 737 MAX. C'est ce que Boeing essaye de faire avec le 777X. Oui. Et c'est sur des avions natifs, c'est ce qui a été fait avec la 350 d'un côté, Dreamliner chez Boeing de l'autre. Voilà. Donc on prend une formule qui existe, on l'améliore, on l'optimise, on gagne des coûts, on gagne de la sécurité aussi, normalement, et on gagne aussi en durabilité. Ça, c'est purement incrémental. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'incrémental? On peut avoir des gains sur les profils d'aile, je le disais tout à l'heure, sur la structure, sur les commandes de vol et bien sûr sur les réacteurs, en optimisant encore les technologies qui sont très complexes des moteurs. En revanche, on voit qu'on arrive à progresser, on parlait de plus de 20% en consommation de carburant, mais ça ne suffira pas. Il va falloir aller sur un deuxième type de levier technologique qui sont les innovations dites de rupture. Voilà, et vous en avez parlé. Alors, vous avez commencé sur la motorisation. Oui, et effectivement, la motorisation, il y a plein de solutions qui peuvent être envisagées. Vous l'avez dit, il y a l'électrique. Quand on parle électrique, comme sur votre voiture, il y a l'hybride. Ensuite, il y a la soufflante carénée, le fameux open rotor. C'est-à-dire que vous avez des éléments qui sortent, qui sont aujourd'hui carénés, qui sortent. Voilà. C'est ça, le moteur n'est plus protégé. Qui est une solution qui existe depuis de nombreuses années. Quand j'étais tout petit et que j'allais au Bourget, je voyais déjà des modèles comme ça. Alors ça, j'ai pas très bien compris. Peut-être qu'Anne-Sophie, vous pourrez en parler un peu après. Mais ok, donc ça, c'est le deuxième... Il y a surtout un gros espoir sur l'avion à hydrogène. Ah oui, ça, effectivement. Alors ça, c'est donc avec de l'eau. Et l'eau est très consommatrice. Et plus lourde en vol, c'est ça? C'est un peu plus lourd en vol, l'eau, ou c'est juste plus consommateur? C'est plus consommateur, il faut la produire, il faut le stocker. Il y a beaucoup de défis, mais je pense qu'Anne-Sophie en parlera tout à l'heure. Moi, je vais continuer sur la suite des innovations de rupture. Il y en a une dernière qui est au niveau de la motorisation, c'est de rentrer les réacteurs à l'intérieur du fuselage. Là, il y a du gain à aller chercher. Ça permet des choses, et il y a d'autres choses qui sont aussi intéressantes, c'est carrément de changer la tronche de notre avion. Il y a plein de choses qui sont envisageables. Vous pouvez avoir des configurations qui sont dites inédites, avec de longues ailes, des ailes volantes, des configurations canard, c'est-à-dire que vous allez avoir des ailes plutôt sur l'avant, des contrôles de flux laminaires sur les profils, et enfin des box wings. Alors là, c'est des ailes qui entourent le... Oui, j'ai vu sur Airbus, j'ai vu un modèle comme ça, effectivement, qui ressemble vraiment à un oiseau, quoi. Enfin, voilà. C'est incroyable. Donc là, on est dans la rupture, c'est technologique. Et il y a un dernier levier dont on est obligé de parler, qui est très discuté, pour certains même très discutable, c'est celui des compensations. C'est-à-dire, j'ai bien dit qu'on parlait de net. D'ailleurs, si on n'arrive pas en fait en brut à être à zéro, il va falloir y arriver en net. Donc l'idée, c'est de compenser de façon vertueuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur aérien est déjà engagé là-dedans, avec ce qu'on appelle le programme Corsia, qui était dans une phase expérimentale et qui rentre de plus en plus dans une phase de réalisation. Ce sont des compagnies aériennes qui s'engagent à faire de l'offsetting en créant des forêts, en créant des puits de carbone naturels, en les finançant, en travaillant sur les extractions ou le stockage de CO2. Voilà. C'est la deuxième solution.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'Air France y est. Si vous achetez un billet chez Air France, vous contribuez déjà à Oui. ces mécanismes de compensation. Oui. Ouais. Et c'est écrit d'ailleurs. Et ça, c'est pas du greenwashing, C'est pas tout à fait suffisant, on va dire, mais c'est un premier pas. C'est Si vous voulez. très discuté, je suis Ouais. d'accord. En tout cas, il y a beaucoup de leviers. Et là, on parle de 2050, ça nous paraît un peu loin. Enfin, c'est demain, je suis bien d'accord. Mais aujourd'hui, on n'est que en 2024. Donc, c'est vrai que c'est demain. Mais finalement, il y a beaucoup de choses déjà en marche. Donc, c'est plutôt une rupture il va y avoir une rupture, de toute façon, technologique. Peut-être pas en 2050, mais en tout cas... Exactement. Très prochainement, enfin sur les 40 prochaines années. Elle est indispensable parce que tout ce qui est en marche ne devrait pas permettre de régler ce problème et d'aller vers le zéro net carbone. On a plusieurs scénarios. Il y a une étude qui a été faite par la TAG à la demande de l'IATA qui décline tous ces scénarios. C'est très intéressant. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui sont fanats d'aviation et de transport aérien d'aller la regarder. On pourra mettre le lien dans la vidéo, d'ailleurs, de cette étude dans la description. Il faut aller sur l'Observatoire de l'aviation durable qui fait des fiches synthétiques en fait, de toutes ces études. D'accord. On va passer à une question. Merci beaucoup Alexandre pour Anne-Sophie. Alors Anne-Sophie, justement, vous êtes diplômée de l'IPSA, on en a parlé tout à l'heure, 2019. Alexandre a évoqué donc le programme 0i, auquel vous contribuez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce programme? Oui. Et qu'est-ce qu'on peut en espérer aussi? Donc, je vais revenir un peu sur ce qu'il expliquait aussi sur l'open rotor. Donc, l'open rotor, c'est plus une solution qu'on voit à moyen terme. Le projet 0i, c'est plutôt du long terme. Donc, le projet, il a vraiment pour but d'atteindre les objectifs d'Airbus en termes de neutralité carbone pour 2050. Donc, c'est un projet qui est vraiment très intéressant. On recherche des façons différentes de fabriquer les avions avec des technologies qui sont différentes tout en gardant quelque chose qui est très important, c'est le safety first. Il faut à tout prix que nos avions soient toujours dans cette optique de safety. Donc, c'est vrai que c'est une superbe époque pour notre industrie. C'est maintenant qu'on peut réduire nos émissions et donc c'est à nous de le faire. C'est un sacré challenge, on ne va pas se le cacher. Mais au final, c'est une continuité de l'évolution de l'aviation et donc voilà. Et alors aujourd'hui, votre rôle sur ce gros projet de 0i, qu'est-ce que c'est exactement? Donc mon rôle en particulier, c'est l'intégration fonctionnelle du moteur. Donc c'est s'assurer que le moteur puisse faire les fonctions pour lesquelles on l'a créé, on l'a fabriqué. Donc c'est par exemple s'assurer qu'on va atteindre les niveaux de poussée dans les conditions complexes dont on a besoin. Donc décollage, atterrissage? Surtout décollage. Ça, c'est quand tout va bien, le décollage et l'atterrissage. Mais il y a le décollage quand il fait froid, le décollage quand il fait chaud, le décollage quand on est à 3000 mètres d'altitude. Toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte pour s'assurer que le moteur fonctionne dans ces différents cas de vol. Ok, très bien. Et vous travaillez avec une grande équipe. Vous êtes combien d'ingénieurs sur ce moteur? Alors, sur ce moteur, c'est dur à dire. Il y a plusieurs choses. Parce que pour l'instant, on est vraiment à un niveau de recherche. Le but, là, vraiment, c'est d'amener à maturité les différentes technologies. Donc, on est une bonne équipe quand même. Après, c'est vrai que c'est toujours variable. On pourrait dire 50 ou 100 personnes. C'est un peu des visions différentes. Mais ce qu'il faut vraiment là espérer de ce projet-là, c'est arriver à amener les technologies à maturité, qui ne le sont pas pour le moment. Donc, pouvoir faire voler un avion à hydrogène et pouvoir, grâce à ça, décarboner l'aviation. On l'espère. Et alors justement, si vous êtes sur ce projet qui est vertueux par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui et qui a un objectif de décarboniser, de décarbonation, je ne sais pas si on dit quel terme on dit, 2050 c'est demain, on l'a dit, et tous ces écolos qui disent volez-tu, il faut voler 4 fois dans sa vie, vous êtes tous des assassins, bon là on en entend partout, hein, c'est très culpabilisant tout ce discours, Anne-Sophie. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous êtes encore jeune, vous êtes au début de votre carrière, vous avez l'air passionné. Comment vous vous situez par rapport à la société qui est quand même très culpabilisante sur le sujet? Il faut dire que pour l'instant, c'est plutôt vrai. C'est vrai qu'on doit changer notre façon de penser. On ne peut plus se permettre un Paris-New York pour quelques jours. Il va falloir reconsidérer les choses.
la neutralité carbone qu'on expliquait, 2050, les objectifs pour une personne, c'est 2 tonnes de CO2 équivalent par an par personne. Un aller-retour Paris-New York, c'est 2,47 tonnes. Donc on fait vite les calculs, ça ne fonctionne pas pour le moment. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant pour nous, en termes de jeunes, de se dire maintenant c'est à moi d'apporter ma pierre à l'édifice pour dire je veux que ça change et je veux plus tard pouvoir continuer à voyager dans le monde. On le disait, le taux de personnes qui continuent à voyager est en constante augmentation parce que les personnes ont toujours besoin d'être connectées pour la famille, les besoins de nécessité, les besoins humanitaires. Voilà, on en aura toujours besoin. Et nous aussi, égoïstement, on aimerait se dire, on aimerait encore continuer à aller en vacances où on pourrait. Donc, c'est toute une façon de penser qui doit être différente. On doit comprendre que, comme l'explique Alexandre, on ne peut plus voyager à gauche à droite du jour au lendemain. Ça, il va falloir le penser différemment. Par contre, c'est s'amener à dire qu'est-ce qu'on veut dans 20 ans. Est-ce qu'on veut justement ne plus pouvoir prendre l'avion du tout, ou est-ce qu'on peut justement avoir aidé à trouver ces ruptures technologiques qui font qu'on pourra encore penser et imaginer à se dire à explorer le monde. C'est ça qui est important, c'est pouvoir explorer le monde. Absolument. Alors Alexandre, on va rebondir, même si vous en avez déjà parlé. Après, je relaisserai la parole à Anne Ségolène. Quand on entend tous ces discours, l'avion tue, etc., comme je disais, donc des écolos, le greenwashing aussi, de l'autre côté, répond pas forcément au problème. Donc on a un peu l'impression qu'on se perd dans tout ça. Est-ce que l'avion aujourd'hui est vraiment le mode de transport le plus néfaste ? Est-ce qu'on peut faire vraiment on peut apporter des arguments concrets, sans se mettre les uns contre les autres, juste dire, sans stigmatiser, qu'est-ce que ça fait de voler aujourd'hui et dans quelles conditions, et est-ce qu'on peut comparer avec d'autres modes de transport concrètement ? Alors, c'est une question qui est effectivement aussi intéressante que complexe. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la réponse d'Anne-Sophie, c'est qu'elle met beaucoup d'humain là-dedans. On n'est pas que sur un côté purement scientifique avec des chiffres. Il y a un premier problème sur l'avion, il est purement social, c'est qu'il n'est pas vraiment universel aujourd'hui. Il est temps à le devenir, mais aujourd'hui, on estime que seuls 20% de la population mondiale l'utilise, ou l'a utilisé. J'ai même lu dans un argument de détracteur qu'il y avait 1% de la population mondiale qui faisait 50% des trajets aériens, ce qui est énorme. On voit bien qu'il y a même une grosse disparité géographique. Je crois que 63% des Européens ont déjà pris l'avion. Quand vous ramenez ça aux 20% seulement qui l'ont pris dans le monde, vous voyez que tout ça est concentré. Ensuite, il y a les chiffres. Les chiffres, en toute honnêteté, ils ne veulent pas dire grand-chose. Parce que comparer le transport aérien, le transport terrestre ou le transport maritime n'a quasiment aucun sens. On est sur des déplacements qui ont des finalités différentes, qui ont des distances différentes et qui intéressent, je vous disais, des personnes différentes. Quand on est dans ce débat-là, je pense que le côté humain et le bon sens doivent prévaloir. Alors bon, on a quand même quelques chiffres, même s'il faut les analyser avec précaution. Les plus connus sont la part de l'aviation des émissions de gaz à effet de serre. Alors on dit... Là c'est compliqué. Voilà, alors c'est quoi cette... Alors, vous trouverez à peu près tout. Oui. Entre 2 et 3%, bon, ça c'est à peu près la base. Et là on vous dit que c'est bien moins que les 17% du transport routier par exemple. Alors là déjà il y a des nuances géographiques, parce qu'en Europe on serait plus vers plus de 10%. 14, voilà, ça change un peu tout le temps. Parce que, oui, vous regardez Flight Radar 24, c'est facile, vous avez plus de trafic aérien au-dessus de l'Europe qu'au-dessus du Swaziland. Ensuite, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle beaucoup des gaz à effet de serre, mais l'aviation, encore aujourd'hui, et c'est une des pistes de progrès qui est étudiée aujourd'hui et dont les solutions sont quand même assez normalement atteignables, a un impact plus important encore sur le changement climatique et sur le réchauffement climatique. Avec ce qu'on appelle les traînées de condensation, on estime, c'est très difficile à mesurer, on estime qu'on peut aller jusqu'à 5% des hausses de température qui sont liées à l'aviation. Donc on est au-dessus de ces fameux 2-3%. Voilà, ça c'est ce qu'on arrive à peu près à globalement chiffrer. Alors ensuite, le coût carbone, il est souvent utilisé à des fins marketing. Je ne sais pas, Anne-Sophie est venue en train, quand elle s'est installée dans son TGV, une des premières choses qu'explique la SNCF, c'est que c'est le moyen le plus écologique. Ils disent toujours à la fin une petite merci d'être venu. Et ça, pour moi, c'est aussi du greenwashing. Exactement. Pourquoi ? Parce que c'est bizarre, mais un
pour un TGV, il faut quand même une belle infrastructure pour qu'il puisse rouler à ces vitesses-là et rendre le service qu'il donne. Et cette infrastructure, elle a un coût. Quand vous regardez, quand on construit une ligne TGV, on ne le fait pas avec des Zoé, quoi. Généralement, c'est des gros Caterpillar et ils ne sont pas encore tout à fait hybrides. Ouais. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une étude qui a été faite au début des années 2010 par la SNCF et l'État sur la ligne TGV Rhin-Rhône. C'est 140 km seulement. Et on s'est aperçu qu'on arrivait à l'équilibre carbone, c'est-à-dire que l'avion coûterait plus cher en termes de carbone que les infras plus le TGV, au bout de 11 ans. Donc c'est pas neutre. Alors après, effectivement, vous allez me dire, bah après... Donc il y a 11 ans qui sont déficitaires, et au bout de 11 ans, on amortit... Mais sur 140 km. Oui. Pas beaucoup de lignes d'avion sur 140 km. Ensuite, effectivement, on dit, bah, on est bénéficiaire. Sauf que il y a quand même d'autres effets qui sont parfois obligés. En termes de sauvegarde de la biodiversité, ça fait partie de l'équilibre de notre planète. Les lignes TGV, à la différence des infrastructures aéroportuaires qui sont beaucoup plus rares, beaucoup plus concentrées, provoquent de grosses discontinuités écologiques. Et ce qu'on appelle les continuités écologiques, ce qu'on appelle les trames vertes, c'est ce qui permet à des animaux de se déplacer dans leur milieu, etc. Donc il y a un impact quand même il y a un impact. sur l'environnement quand on construit tous ces réseaux ferroviaires en France, par exemple. Alors je peux aussi parler de la voiture. Parlons-en, parlons de la voiture. Du mode de transport en général. Hein. Vu qu'on a un peu de temps pendant que ma voiture est prise de charge. Petit message. Donc la voiture, on peut faire un comparatif assez simple avec la voiture. Alors il n'est pas sur les gaz à effet de serre et sur l'impact carbone, mais juste sur la consommation. Et ça, c'est très peu su. En moyenne, sur l'aviation actuelle, on estime que c'est 3,53 litres au 100 par passager l'avion, avec les avions de vieille génération. Quand on commence à taper dans des avions très performants en termes de consommation, donc les avions d'Airbus, un 320 par exemple, 300 de la classe Neo ou la 350, on descend sous les 3 litres facilement, voire moins. Voilà. Ça donne une petite idée. Et la voiture du coup La voiture, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Voilà. Ça permet de nuancer le bashing. Quand on en achète une, il nous l'indique combien ça consomme au 100, et souvent c'est plus 10 litres. 10 litres au 100 plutôt. Oui, donc là on a l'impression quand on vous entend quand même que l'aviation, on stigmatise l'aviation et elle prend pour tous les autres, quoi, en fait. Hein. Oui, mais alors, comme je l'ai dit au début, c'est normal, il y a ce côté social, il y a ce côté peut-être aujourd'hui un peu privilégié, il y a ce côté effectivement que le kérosène, ça pollue, il y a un côté d'image, et c'est une image qui est effectivement un peu difficile à estomper, mais que les objectifs volontaristes qui ont été fixés par le secteur, et Anne-Sophie en est la preuve que le secteur essaye d'atteindre, devrait permettre justement d'y remédier. Parce qu'il faut faire quelque chose. Là-dessus, on ne le remet pas du tout en cause. Mais la différence, c'est que c'est un secteur qui s'engage à 100% pour cet objectif-là. Et qu'aujourd'hui, les acteurs des autres secteurs ne sont pas aussi... voilà, si peut-être ils travaillent tous d'un seul homme comme l'aérospatial, peut-être qu'on aurait, on aurait peut-être d'autres résultats aussi. Mais justement, ça me permet de rebondir, Anne-Ségolène, sur vous, Anne-Sophie, qui avez été formée donc, à l'IPSA. Donc vous êtes diplômée, vous êtes ingénieure. Et on parle souvent des pionniers en aviation. Bon voilà, les premiers pionniers américains au début en 1900. Et là, ma question, c'est est-ce que vous vous sentez un peu pionnière dans cette rupture technologique et vous faites partie finalement de la relève un petit peu de l'aviation de demain? Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Alors, une pionnière, peut-être pas encore, mais bon, une actrice du changement, c'est sûr que c'est un peu plus réaliste peut-être. Donc, c'est vrai que grâce à ce que l'IPSA nous a amené, j'utilise concrètement des éléments que l'IPSA m'a appris. Donc, par exemple, le logiciel CATIA qui va parler aux étudiants, l'électromagnétique, la thermodynamique. Mais moi, ce que je pense aussi, c'est que mes études, elles m'ont aussi permis de m'amener vers une façon de réfléchir d'ingénieur et qui permet maintenant de réfléchir et de travailler vers ces problématiques-là. J'ai commencé mes études il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas vraiment de cette histoire d'hydrogène et tout ça. Donc, on ne savait pas vraiment vers quelle révolution on allait arriver. Et là, on y arrive. Et donc, toutes les heures de maths qu'on a fait à essayer de résoudre des problèmes qui, souvent, on avait du mal, ça nous aide maintenant à résoudre une problématique où, en 2050, il faut arriver à cette neutralité carbone. Donc, on pensera à tous nos profs de maths. Oui, et puis, il y a aussi, effectivement, on va leur dire. Il Oui. y
Il y a aussi effectivement ce que vous dites, c'est d'être prêt à s'adapter aux défis qu'on ne peut pas anticiper. Il y a C'est ça. peut-être des choses qui arriveront qu'on peut anticiper. Est-ce que le rôle d'ingénieur, c'est ça, c'est d'être un peu dans cette deux vitesses, c'est-à-dire à la fois anticiper et préparer, comme on disait en préparant le webinaire, sur des projets 20 ans à l'avance, et en même temps réagir quand on n'a pas pu voir le changement arriver. C'est comme la qualité, et voilà, on doit faire du correctif et du préventif. Et un ingénieur, il est formé comme ça. C'est quelqu'un qui trouve des solutions à des problèmes complexes. Voilà. C'est la raison pour laquelle, en fait, on ne peut pas, on n'a pas on n'a que des optimistes autour de la table. Parce qu'en fait, si on n'est pas optimiste, on ne peut pas être ingénieur en aéronautique et spatiale. Ou ingénieur tout court. Ou ingénieur tout court d'ailleurs, exactement. On a forcément, on considère tout comme un problème complexe. Comment est-ce que je démonte le problème pour trouver des solutions concrètes qui ne sont pas, qui sont pas des rêves, qui ne sont pas des choses infaisables, qui sont concrètes, voilà, et qui permettent d'avancer. Oui, et c'est d'ailleurs, quand on regarde juste, enfin, focus sur la filière aéronautique et spatiale, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que depuis les années 50 et même 1890, le premier avion qui a volé grâce à Clément Ader, Éole, à chaque fois, la problématique était toujours la même. Il y avait un problème complexe, trouver des solutions, avancer, innover, et de proche en proche, très rapidement, finalement, on s'est retrouvé sur la Lune. Oui, c'est vrai. 1990 et 1969, il ne s'est pas passé tant de temps que ça, en fait, quand on voit. Aujourd'hui, on est face à un problème complexe. Je suis persuadée que dans 40 ans, on se dira, voilà, on a trouvé une solution. Ouais. Voilà. Ça sera grâce à on l'espère. Et alors justement, voler décarboné, voler vert à 100%, ça c'est le défi de demain, on l'a bien compris avec tout ce qu'on a dit. Et on voit aujourd'hui beaucoup de projets en Suisse, aux États-Unis, avec les avions électriques. Notamment, ils ont racheté cette usine slovène Pipistrel dont on a parlé tout à l'heure. Des entreprises allemandes qui fabriquent des batteries à lithium, etc. Et la France, dans tout ça, elles sont où nos entreprises qui innovent? Qui sont-elles? Alexandre, vous avez quelques exemples, et Anne Ségolène aussi, vous pourrez en parler. Alors, il y a deux constantes quand même dans le monde, c'est l'aviation bashing et le France bashing. Voilà. Ça marche bien. En fait, la France... Sauf depuis les JO. Surtout Paris, là. La France est quand même dans le contexte européen, parce que maintenant on ne peut pas dissocier ça, on a un très bon exemple avec Airbus, plutôt bien placé dans la réflexion sur l'aviation durable. Anne-Sophie d'ailleurs en est quand même une des actrices. Voilà. Vous évoquez Climate Impulse à propos de l'hydrogène. Tout à fait, en Suisse, ouais. C'est effectivement porté par le célèbre explorateur Bertrand Piccard, en Suisse. Faut pas le dénigrer. Mais rien que sur la conduite de projet, il est en duo avec un Français, un marin morbihanais, Raphaël Dinelli. Non, mais plus sérieusement, derrière Climate Impulse, il y a Airbus, il y a Safran, il y a Capgemini, il y a Ariane. Il y a du monde. Si on continue sur l'hydrogène, et ça Anne-Sophie l'a évoqué aussi, Guillaume Faury, le patron d'Airbus, quand il passe sur les plateaux justement pour combattre cet aviation bashing, il rappelle que l'objectif est de faire voler un avion hydrogène en 2035. C'est pas anodin. S'agissant de la propulsion électrique, la France est aussi quand même assez en pointe, recherche, innovation et bientôt production, je l'espère. Elle se concentre en particulier plutôt ses efforts sur du petit avion ou d'avion de transport régional, ce qui est évident pour l'électrique. Il y a quelques exemples qui sont bien avancés, qui sont assez connus et qui avancent bien. Il y a Aura Aéro à Toulouse, qui est une start-up très prometteuse qui veut produire un avion de transport régional électrique. Ça séduit les opérateurs, ça séduit même les Américains. Ils viennent d'annoncer qu'ils construiraient une usine à partir de fin 2024 aux États-Unis. Avec cette avion. start-up, d'accord. Sur l'avion hybride, Safran, Airbus et Daher travaillent sur le projet EcoPulse. Le Casio de Voltaero, qui est un petit avion qui pourrait transporter 12 passagers, c'est français aussi, devrait voler normalement en 2025, toujours en propulsion hybride. Ah, donc dans un an? Ouais. Ok. En hybride, mais quand même, c'est d'accord. Pour revenir sur l'électrique, vous avez parlé de Pipistrel, nous on peut parler d'Elixir Aircraft, qui est basé à La Rochelle, et qui est pareil, une start-up hyper prometteuse, et qui, pour faire des petits avions aussi, a attiré quand même les Américains qui ont décidé de construire, de bâtir une succursale au début de cette année, et derrière pour de la production aussi aux États-Unis. Et si je peux juste revenir sur tous ces petits avions qu'on évoque, ça permettra vraiment de désengorger la France et de désenclaver certains territoires qui pour l'instant ne sont même pas reliés par le train. Un Toulouse-Nice en train, c'est au moins 7 ou 8 heures.
En avion électrique, ça prendrait 40 minutes, 1 heure et demie. C'est quelque chose de plus réaliste. Pour aller à Aurillac, on est obligé de prendre l'avion. Oui, pour aller même à Carcassonne, par exemple, c'est au moins 6 heures de train, ou sinon il faut s'arrêter à Toulouse et reprendre l'avion 1 heure. Donc effectivement, il y a eu aussi, bon, sinon il y a un avion, hein, mais il n'y avait pas beaucoup de vols, donc c'est intéressant de le voir comme ça. Effectivement, c'est aussi la problématique plus large, c'est il y a la rupture technologique et tout ce qu'on a dit, l'objectif 2050, mais il y a aussi quand même les nouveaux modes de transport, les nouvelles manières de voler dans le ciel, peut-être les taxis volants, bon ça c'est un autre sujet, mais en tout cas il y a des gens qui réfléchissent déjà à ça aujourd'hui. Bah, typiquement, on parle d'Airbus. Airbus est en train de faire un quadricoptère électrique. C'est un copain pilote d'hélico de la marine qui en est pilote d'essai en Allemagne pour ces fameux taxis volants. Et toujours pour Airbus, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'hélicoptères. Oui, c'est vraiment l'hélicoptère. La propulsion hybride, Airbus et Safran sont parmi les pionniers. Il y a déjà des hélicos hybrides qui ont volé. Et il y a un super exemple qui est le Racer. C'est le projet d'hélicoptère à grande vitesse qui est actuellement en essai chez Airbus Hélicoptère à Marignane, pour voler jusqu'à 400 km/h. Je crois qu'il les a enfin atteints. C'est une propulsion hybride également. Très bien, merci Alexandre. On va avancer un petit peu parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps sur ce webinaire. Alors, Anne-Ségolène, est-ce que vous pourrez parler un petit peu des initiatives de vos étudiants à l'IPSA, parce que j'imagine que quand même vous les sensibilisez à la question écologique. Enfin, on voit bien avec Anne-Sophie que évidemment c'est intégré. Donc les jeunes se sentent concernés par la question écologique. Et donc, quelles sont les initiatives des étudiants de l'IPSA qui vont dans ce sens-là et que dont vous pourriez nous parler aujourd'hui? Alors, c'est vrai, Alexia, en fait, c'est une école de passionnés. C'est une école de passionnés aéro. De toute façon, c'est simple, vous les voyez, ils ont systématiquement la tête en l'air. C'est vrai, il y a un bruit, un avion, un hélicoptère, quelque chose qui a un drone qui passe, ils sont toujours la tête en l'air à regarder ce qu'ils volent. Et voilà, ils sont des passionnés, ils sont capables de discuter pendant des heures. Ils ont des lanceurs favoris. Des avions favoris. Pour eux, c'est logique de pouvoir faire le distinguo entre un Airbus et un Boeing. Ils sont des vrais passionnés. Pour autant, on ne traiterait pas la question de l'impact de l'aviation à l'école. Je pense que nous n'aurions pas d'étudiants, voilà, parce qu'ils ne pourraient pas. Parce qu'en fait, cette génération-là, à 100%, elle est consciente, nous on a pris conscience progressivement, mais eux ils sont nés avec cet enjeu et cette conscience écologique, ils sont nés dans cette période-là. Donc de toute façon ils poussent et ils nous forcent en fait à nous transformer. En 2021 on est devenu une société à mission. Ouais, on a véritablement intégré cette problématique-là dans la raison d'être de l'école, mais finalement on est au service d'un secteur, quand on y pense, c'est logique, on est au service d'un secteur qui est 100% concentré sur cette problématique-là. On ne peut pas faire autrement que de ne pas former des ingénieurs qui soient rompus à ces nouvelles technologies et qui soient suffisamment créatifs. Et donc forcément, le corollaire, c'est que les étudiants, dans leurs associations étudiantes, s'engagent forcément dans cette logique-là. Et créer des projets. Et notamment, alors si je vous les décris tous, alors là, on va... Il y en a pour la journée. C'est bien du coup, voilà, c'est une bonne nouvelle. Si j'en choisis un, ce serait Yves Solaire. En fait, ils sont en train de transformer un planeur en planeur à énergie solaire. Donc, ils sont en train de tout le transformer. Ils ont commencé à la rentrée dernière. Le projet a suscité l'intérêt déjà de grands groupes, dont Airbus, qui les ont un peu financés. Ils ont très motivant. Ils ont eu des financements un peu de partout, mais forcément, puisque ça s'intéresse. Et alors, ils sont poussés par cette logique-là. À mon avis, ils vont très, très rapidement terminer leur projet. Et donc, c'est des étudiants qui terminent le projet en même temps qu'ils terminent leurs études. Même avant. Même avant, d'accord. Je pense ils ont commencé donc en aéro 1. Donc, imaginez-vous, ils ont 18 ans, ils sortent du bac. Voilà, 1 an après, ils sont déjà très, très bien avancés dans leur projet.
On va terminer avec une dernière question. Alors, du coup, juste comme c'est pas en direct, je fais pas la question sur l'IA et les opérations parce qu'Alexandre en a parlé au début. Ouais. Et puis parce que là, on est à combien? 35 minutes. Voilà, Ouais, donc comme on ça, va on fait peut-être 10 minutes de conclure. plus. Merci Ségolène. Alors une dernière question, vous avez parlé peut-être pour choquer un petit peu, pour susciter un petit peu le débat, du fait que si on laisse tomber la filière, c'est pas le cas, on l'a vu aujourd'hui dans le débat, mais que si la France, les pouvoirs publics, en tout cas même les Français ne se rendent pas compte qu'on a vraiment entre les mains de l'or et qu'on est une filière très porteuse et avec des vrais talents, demain on va voler avec des avions chinois ou indiens ou des pays du Golfe. Donc quand vous disiez ça, c'est vrai, vous pensez vraiment que ça pourrait arriver, que demain on pourrait perdre nos avions comme on perd certaines équipes de foot? J'ai pris cet exemple parce que c'est aussi des milliards d'euros, hein, donc c'est peut-être pas les mêmes milliards, mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'argent en jeu sur ce sport de masse. Voilà. Alors oui, je crois fondamentalement qu'en fait, le risque de rester, d'abandonner, de se dire c'est pas possible, faisons autre chose, ne formons pas plus d'ingénieurs en aéronautique, ça ne sert à rien, et puis Airbus il devrait faire autre chose, et même Boeing devrait faire autre chose. Mais en fait, ça ne sert à rien. Enfin, c'est ce qui a très très bien été exposé à la fois par Anne-Sophie et Alexandre pendant la masterclass, c'est que on n'a pas d'autre choix. Nous ne sommes pas, peut-être qu'aujourd'hui nous concentrons en Europe et aux États-Unis les vols, mais nous ne sommes pas le centre de gravité du monde. Et les besoins dans les pays émergents, ils sont énormes et croissants. Et c'est le rêve de l'humanité de voler depuis toujours. C'est le plus vieux rêve de l'homme. Forcément, les pays qui sortent qui sont émergents, ils ont envie de voler aussi. Donc en fait, on n'a pas d'autre choix que de trouver une solution technologique, parce que sinon, eux, ils vont s'emparer de la problématique. Les Chinois, ils ont déjà commencé, puisqu'en 2008, ils ont créé la COMAC. Pourquoi? Parce que les Chinois, ils ont besoin de 20% de la production mondiale. C'est énorme. Et ils se rendent compte qu'en fait, Airbus et Boeing, ils n'arrivent pas à suivre. Je vous donne un autre exemple. Le dernier Bourget, premier jour, le lundi, l'Inde signe pour 600 avions à Airbus. Mais Airbus, ils ont un double problème, c'est qu'ils ont un problème de supply chain. Et puis, ils ont un problème aussi de compétences, de recrutement. On a vu, il y a 30 000 recrutements là, cette année, parce qu'en fait, il y a un gros besoin de compétences dans l'industrie. Il faut trouver ces talents, voilà, et c'est à l'échelle mondiale. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? En 2008, ils ont vite analysé le besoin et leurs besoins à venir. Ils ont créé leur constructeur d'aviation. Est-ce que vous avez envie demain, franchement, de voler dans un avion chinois? Et moi non, j'ai envie de voler dans un Airbus, dans un Boeing, mais pas dans un avion chinois. Voilà. Alors j'espère que dans 20 ans on ne ressortira pas la vidéo. Non, justement. Mais en tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas le droit ils n'ont pas eu d'autorisation de vol, parce qu'au niveau de la sécurité des vols, ils sont pas à niveau. Et alors peut-être ça changera, mais pour l'instant c'est le cas. Et de toute façon, moi, je reste fondamentalement française. Airbus, c'est une entreprise qui a des racines françaises très fortes. Et donc, c'est une fierté française, comme Dassault. Voilà, on ne peut pas vouloir voler dans autre chose qu'un avion qui aurait des origines françaises quand même. Absolument. Est-ce que vous avez peut-être envie, Alexandre, Anne-Sophie, pour clôturer cette masterclass, de dire un petit peu un take-off, si je peux me permettre, un take-off message? Bon, alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais... en une phrase, que vous avez envie de dire, Alexandre, qui vous tient à cœur. Laisser 3. Bon, allez, c'est vrai que l'objectif, il peut paraître ambitieux. 2050, ça paraît pas longtemps, parce qu'en plus, ce temps s'accélère, parce qu'on est toujours dans l'immédiateté. Mais en fait, sur l'échelle de l'histoire de l'aéronautique, c'est hyper loin. En fait, dans les leviers que j'ai donnés, il y en a un certain nombre qui servent à acheter du temps. C'est ceux qui ne sont pas ceux de rupture. Donc, il y a même des leviers technologiques, il y a le carburant durable, les avions de nouvelle génération, les systèmes de compensation. Là, l'aviation, elle est vertueuse, elle achète du temps. Derrière, il y a cette rupture. Alors, 25 ans.
On a 25 ans devant nous. Moi, je dis, revenons en 44. À l'époque, au-dessus des plages du débarquement, on voyait des Spitfire, des hélices. 25 ans plus tard, on a fait voler le Concorde, Mach 2, sans passagers, et on a emmené des hommes sur la Lune. Donc 25 ans, c'est prometteur. C'est prometteur. On a plein de choses à faire. Les hommes avaient rêvé de faire tout ça, les ingénieurs l'ont fait. Il en sera de même, j'en suis quasiment convaincu, pour une aviation qui sera plus durable et encore plus sûre, parce que c'est aussi un des challenges. Merci Alexandre. Anne-Sophie, un dernier mot, un take-off message, vous aussi. Je pense que ce qu'on va retenir, c'est que certes, on doit évoluer, nous en tant que citoyens du monde et Airbus ou les autres entreprises comme constructeurs. Donc nous, on travaille pour atteindre une entrée en service, comme l'expliquait Alexandre, en 2035 de l'avion à hydrogène. On passe les différents jalons techniques nécessaires, les certifications. C'est du travail, c'est complexe, on a besoin d'ingénieurs pour ça et il faut continuer. Donc Anne Ségolène à en former parce que ça va arriver vite, c'est dans 11 ans. Un dernier take-off message, Anne Ségolène, et après on clôture cette masterclass qui était passionnante. En fait, quand on fait la synthèse de tout ça, il ne faut pas oublier que la France est une nation d'innovateurs. Le premier avion Clément Ader, on était quand même la 3e puissance mondiale à envoyer un satellite dans l'espace, ça s'appelait Astérix, c'était la fusée Diamant. Voilà, quand l'EPSA a été créé en 1961, ça a été la création du CNES, ça a été les premiers projets pour le Concorde. On est une nation d'innovateurs, d'ingénieurs. On est face à un problème complexe, ne baissons pas les bras et surtout donnons l'énergie et l'optimisme nécessaire pour la nouvelle génération pour qu'elle nous trouve dans les temps cette rupture technologique qui nous permettra de continuer à voler, et je l'espère aussi parce que ça va avec à rêver, à voyager, à rencontrer, à s'ouvrir. Voilà, et c'est vraiment le vœu que je formule et l'esprit dans lequel aujourd'hui l'IPSA est. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour cette deuxième masterclass passionnante. J'espère qu'elle vous aura fait pousser des ailes. Je vous retrouve pour une troisième masterclass prochainement. À très bientôt.